L'adjudant chargé de ma protection et de ma surveillance possédait une voiture personnelle. Lorsque les opérations ou les alertes lui laissaient un répit, il s'en allait chasser dans les quelques champs avoisinant le village, où foisonnaient lièvres et perdreaux. Souvent, il m'emmenait avec lui et 2 tirailleurs destinés à assurer sa sécurité nous accompagnaient aussi. Connaissant les risques encourus, il laissait toujours 2 half-tracks en alerte, prêts à intervenir au moindre tir suspect. Bien que nous modifions continuellement et l'heure et le lieu de la chasse pour éviter les embuscades toujours possibles, j'étais terriblement effrayé, nous sachant observés par les habitants du village où l'on n'ignorait pas les méthodes cruelles employées par l'adjudant lors des interrogatoires de prisonniers. Un après-midi, une semaine environ après la mort de Daniel, il prit la décision soudaine de chasser. Nous partîmes vers 15h30, non sans avoir prévenu le capitaine. L'adjudant conduisait, à sa droite avait pris place un sergent-chef et derrière un tirailleur et moi-même, tous trois armés de 2 PM, d'une carabine US et d'une carabine de chasse. Mon rôle consistait à ramasser le gibier. À quelques centaines de mètres du village, nous dûmes franchir une passe dangereuse. Aussi, nous nous arrêtâmes pour observer. Devant nous, une route que nous devinions très sinueuse s'étendait, bordée à gauche par un oued à sec, profond de 5 à 6 mètres, et à droite par des collines ravinées par d'anciennes pluies. L'adjudant remonta au volant. La voiture prit de la vitesse et soudain l'orage survint. Un feu nourri, éclatant de toutes parts. 4 silhouettes bondirent à 20 mètres de nous. L'adjudant freina brutalement dans un crissement de pneus, tandis que les vitres volaient en éclats. Il manipula le levier de vitesse et recula enfin en criant « Baissez-vous !» Quelques mètres plus loin, le véhicule stoppa. Nous nous jetâmes à chaque côté de la voiture, les 3 soldats ripostant à leur tour. Les Fels comprirent que l'effet de surprise sur lequel ils comptaient avait échoué et décrochèrent donc rapidement. Nous nous relevâmes tant bien que mal, l'adjudant les mains écorchées, le tirailleur le visage ensanglanté par les éclats de verre et le sergent-chef blessé au talon par une balle. Quant à moi, j'étais indemne. Quelques minutes plus tard, le renfort, précédé de la jeep du capitaine, arrivait sur les lieux de l'embuscade. Après un bref conciliabule, l'adjudant et le capitaine optèrent pour la poursuite. La configuration du terrain était telle que seuls 2 chemins de repli possibles existaient. Il suffisait donc de les interdire. Le capitaine et 2 camions se postèrent d'un côté, l'adjudant, que j'accompagnais, de l'autre. Entre nous, 2 demi-sections progressaient dos à dos, l'un vers nous, l'autre vers le capitaine. Après quelques instants d'attente, 6 hommes survinrent près de nous. Aussitôt, l'adjudant en abattit 2 d'une rafale. Les 4 autres, en s'enfuyant, furent interceptés par un groupe d'intermédiaires. 3 y laissèrent leur vie. Le dernier, traqué de toutes parts, bondit comme un animal affolé derrière un rocher où une rafale, faisant gicler sa coiffure, le cloua là, atteint en pleine tête. Et ce fut le silence. Les étuis et l'examen des emplacements nous apprirent le nombre des attaquants. Environ une quinzaine. Quelques-uns avaient donc pu s'enfuir. Les corps, sur l'ordre de l'adjudant, furent chargés dans les half-tracks. La voiture, 4 pneus crevés, vitres brisées, et dans laquelle on ne releva pas la moindre, de moins de 27 impacts furent remorqués jusqu'à la caserne.
Parvenu au village, je vis la stupeur et l'étonnement se peindre dans les visages. L'adjudant vivait encore. Les premiers soins donnés, l'adjudant se dirigea vers les 2 halftracks, vers le centre du village où s'était érigée la mosquée. Il fit déposer les 6 corps à l'entrée, sur l'escalier, puis manda le responsable du lieu saint, à qui il interdit formellement d'ensevelir les corps de ces salopards. Ce fut son expression, jusqu'à nouvel ordre. Nous regagnâmes la caserne aussitôt. Le soir même, le FLN ordonna l'enterrement des hommes tués dans la journée. Par peur de représailles de la part des Français, les villageois n'exécutèrent pas l'ordre. Mais le lendemain, on découvrit 3 nouveaux cadavres égorgés. Alors, les habitants prirent peur et finirent par enterrer les morts. L'adjudant, en constatant la disparition des cadavres, fit arrêter le responsable de la mosquée et 2 commerçants pris au hasard. De nouveau, 3 hommes périrent sous la torture. J'étais sous l'emprise de la peur pendant toute l'embuscade et je fus épargné par miracle. Mais cela me laissait indifférent par rapport à la mort de 6 innocents. Les faits ont finalement péri, disons avec les honneurs, et leur mort m'a moins affecté. Mais je connaissais particulièrement le responsable de la mosquée, et son enseignement m'avait souvent été profitable. Je le respectais et l'estimais comme mon père. J'ai dû assister aux tortures qu'on lui infligeait. Il est mort en silence dans la douleur et la souffrance. J'avais honte de le regarder en face, allongé sur le dos, attaché par des sangles. Un tirailleur lui enfonçait des clous dans les mains et le ventre. Il m'a seulement murmuré « Que fais-tu ici en ces lieux ? Ce n'est pas l'enseignement que je t'ai transmis. » À tout jamais, je resterai bouleversé, le cœur serré par cette scène gravée dans ma mémoire.